On aborde cette séquence qu'on appelle table ronde, où il y a plusieurs, donc il y aura trois interventions sur le thème finalement éthique et esthétique du prendre soin, parce que on vient d'avoir une séquence qui est à propos des philosophies du prendre soin, qui a en chemin posé aussi la question de l'engagement, comment l'architecture finalement se trouve prise dans cet engagement, et il est clair que la façon des questions qui se posent évidemment appellent d'autres formes, beaucoup de réflexions sur cette notion-là. Alors là, on est parti sur l'idée de éthique et esthétique du prendre soin, avec cette idée que l'éthique comme manière de se tenir au monde, ce fameux ethos, hein, cette façon très claire qui est de revenir sur l'éthique comme manière de se tenir au monde, et l'esthétique comme finalement source ou manière sensible, émotionnelle d'être au monde, sont au cœur de l'architecture. Alors cette table ronde, ça démarre bien finalement d'avoir aussi cette diapo derrière moi, c'est que la question du paradigme du prendre soin, on le ramène aussi beaucoup avec, ça a déjà été mentionné tout à l'heure par la politologue américaine Joan Tronto, qui définit le prendre soin comme une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre monde. Alors il est clair que, c'est vrai que moi quand j'ai lu cette phrase de Joan Tronto, quand la traduction de cette phrase, notamment dans le livre sur le Caire de Sandra Laugier, qui est donné un texte justement de Joan Tronto, elle nous donne vraiment la nouvelle mesure en fait, certainement de cette architecture du XXIe siècle. C'était cette activité finalement, comment est-ce que l'architecture finalement va jouer son rôle, et comment, en tant qu'espèce humaine aussi, pour maintenir, continuer ou réparer notre monde, de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible, mais aussi de telle façon que nous puissions ouvrir des possibles, hein, puisqu'on est quand même en train de dire mais où sont les possibles, hein, nous sommes en manque de possibles, il y a une grande crise des possibles. Alors donc cette table ronde réunit Audrey Courtebesse, qui est docteur en architecture, professeure à l'université de Liège et membre fondatrice de l'Université catholique de Louvain, et membre fondatrice du laboratoire. Donc vous n'êtes pas la bonne, c'est pas la bonne définition que j'ai. Peut-être si vous vous présentez, ce sera plus clair. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis enseignante à l'Université catholique de Louvain et au sein du laboratoire du Lab et de la cellule de recherche Uses and Spaces. Voilà, merci beaucoup. Et donc, vous le trouvez dans les intervenants. Là, et je vais relire cela parce qu'il y a eu des erreurs dans mon texte. Ensuite, donc, Marie Troussac, qui est architecte et sociologue, doctorante au laboratoire de sociologie urbaine de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et collaboratrice scientifique au sein du Métrolab Bruxelles. Et donc, Marie Tesson, qui est doctorante au CNAM sous la direction de Cynthia Fleury et de Antonella Tufano, voilà, et qui est en CIF dans une agence. Eh bien, merci, on vous donne la parole. Donc, vous avez une vingtaine de minutes par personne et après un débat autour de vos trois interventions. Merci. Donc, tout d'abord, Chloé Salambier vous prie de bien vouloir l'excuser. Elle a été prise par d'autres engagements et ne peut se joindre à nous aujourd'hui. Donc, je présenterai à nos deux noms. Notre présentation s'intitule « L'espace comme support de care, discussion avec Joan Tronto », puisqu'elle s'appuie essentiellement sur des travaux et une rencontre avec Joan Tronto. Donc nous sommes bien conscientes que le care a été largement étudié et travaillé par d'autres chercheurs et chercheuses, mais cette présentation s'appuie essentiellement sur ces travaux-là. Elle s'inscrit sur deux choses. Tout d'abord, elle s'inscrit, cette présentation, dans un projet de recherche qui vient de commencer au mois d'octobre.
Donc le projet Contrôlage, Caretaker Support Resilience Laboratory of Housing, qui s'inscrit lui-même dans un programme de recherche Prospective Research lancé par la région de Bruxelles-Capitale, afin de réfléchir aux conséquences de la pandémie sur notre société et afin d'imaginer de nouvelles réponses à d'éventuelles futures crises. Notre équipe est constituée de chercheuses et de chercheurs de l'Université catholique de Louvain et de l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Elle s'est focalisée sur les rapports entre crise Covid et habitat, en faisant l'hypothèse que la crise avait révélé non seulement de nouvelles vulnérabilités, mais aussi certaines formes du prendre soin à la fois humaines et spatiales. Au terme des 4 années du projet, nous espérons donc mieux connaître et objectiver les liens entre habitat et résilience des personnes et des espaces durant la pandémie, mais aussi formuler des scénarios exploratoires pour des modes d'habiter et des habitants plus résilients, en réponse à une crise globale qui touche actuellement notamment la région de Bruxelles-Capitale et qui est la crise du logement. Alors un autre événement a motivé cette présentation. Il s'agit de la venue de John Tronto en Belgique au mois d'octobre dernier, dans le cadre des doctorats honoris causa, une distinction qui lui a été remise par le secteur des sciences humaines de notre université. À cette occasion, Chloé Salambier et moi-même avons eu la chance de nous entretenir avec elle lors d'un entretien d'1 heure sur les rapports entre habitat et care. Alors, politologue et féministe américaine, Joan Tronto, avec Bérénice Fischer, définissent le care, la définition a été rappelée à l'instant, comme toute activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer, de réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement. Elles définissent ensuite 5 différents aspects du care. Alors il y a caring about, qui est se soucier d'eux, constater l'existence d'un besoin, reconnaître la nécessité d'y répondre et évaluer la possibilité d'y apporter une réponse. Taking care of, prendre en charge, assumer une responsabilité par rapport à ce qui a été constaté, c'est-à-dire agir en vue de répondre aux besoins identifiés. La responsabilité est ici entendue comme une forme d'efficacité. Caregiving, prendre soin, opérer la rencontre directe d'autrui à travers son besoin, réaliser l'activité dans sa dimension de contact avec les personnes. Et le dernier point qui a été ajouté donc dans une publication de 2013, caring with, rendre, l'attention et le soin donné sont-ils fiables dans le temps? Quel retour de la part de ceux qui ont reçu le soin? Et pour John Tronto, donc, dans un article qu'il a écrit en 2020, les ménagers d'hier deviennent par réciprocité les ménageurs de demain, d'où cette fameuse solidarité dont on parlait tout à l'heure. Dans ce cadre-là, nous nous interrogeons, que signifie appliquer l'éthique du care à l'observation, à la conception, à la pratique de l'espace? Quel est le rôle de l'espace dans le déploiement du care? Nous sommes donc allés chercher, dans les textes traitant de l'éthique du care, et donc notamment ceux de John Tronto, des accroches nous permettant d'établir des liens entre espace et care. La première accroche concerne la notion de pratique. En effet, le care est défini non seulement comme une disposition, mais également comme une pratique qui doit être au centre du care. Elle est très importante dans les travaux de John Tronto en tant qu'alternative aux conceptions du care comme uniquement un principe ou une émotion. Or, penser le care comme pratique nécessite de prendre en considération tout le contexte du care, dont le contexte spatial. En effet, parce qu'il est une pratique, le care doit être contextualisé et localisé. Une pratique concrète ne peut avoir lieu dans l'abstraction, elle a besoin d'un cadre spatial. La deuxième accroche concerne cette double dimension entre l'aspect universel et l'aspect particulier du care. En effet, sur le plan conceptuel, donc, le care est à la fois les deux. L'aspect universel parce que tous les êtres humains, tous les humains ont besoin d'être l'objet d'attention. L'aspect particulier parce que la définition du care varie selon les cultures et selon les groupes sociaux, selon leurs affinités, leur classe, leur genre, mais aussi leur caste. On retrouve ce double aspect dans le rapport à l'espace, dans la multiplicité des échelles spatiales. L'homme habite la Terre, l'écoumène, comme le rappelle Lusso, de manière
universel, pourrait-on dire, et en même temps il habite une partie de la planète, un endroit bien précis, un endroit singulier, en lien avec un certain groupe social, en lien avec une certaine culture de sol. Sur cette question de l'universel et du particulier et à propos de l'espace, donc voici ce que nous a répondu Joan Tronto en entretien. Ce qui est intéressant avec l'espace, c'est que c'est multidimensionnel et qu'il est constamment présent de plusieurs manières. Je veux parler des différentes échelles spatiales, mais aussi des différents utilisateurs, de différents niveaux, comme le monde naturel, le monde végétal, le monde animal, le monde humain. Ce double aspect entre universel et particulier nous ramène à une autre notion très importante lorsqu'on parle du care, et qui est l'interdépendance entre toutes les formes de vivants. Cette interdépendance est valable lorsqu'on parle d'espace, puisque nous sommes tous habiteurs et habiteuses de notre Terre. À partir de là, nous pouvons essayer d'interroger les 5 catégories posées par Joan Tronto et Bérénice Fischer au prisme de l'espace, et plus particulièrement au prisme de l'habité. Joan Tronto tente elle-même cette application dans un article assez récent, Caring Architecture, publié dans un ouvrage collectif, Critical Care. Donc le premier aspect, caring about, reviendrait à se soucier, à reconnaître les besoins des personnes en termes, par exemple, d'habitat, on y revient, mais aussi de se soucier de l'espace, de prêter attention à l'espace, et j'y reviendrai. Le deuxième aspect, taking care of, impliquerait pour les architectes d'assumer la responsabilité de l'ensemble du processus de construction, par exemple, la manière dont les matériaux sont obtenus et transportés, leur impact environnemental, mais aussi ce qui a été déplacé, la façon dont le bâtiment sera entretenu. Caregiving exige une attention aux actes réels du care, prêter attention à la manière dont un bâtiment, un espace est censé offrir refuge, comment les matériaux et les ouvriers sont-ils choisis, transportés, utilisés. Care receiving nécessite de s'intéresser à l'après, un bâtiment n'est pas terminé quand se termine le chantier, le processus de care doit se poursuivre, dans quelle mesure les besoins des personnes ont-ils été satisfaits, comment le bâtiment supporte-t-il l'épreuve du temps, qui paie les réparations, qui paie l'entretien? Quel type d'activité et de responsabilité les usagers devraient-ils prendre? Enfin, caring with implique de s'interroger sur la fiabilité et la continuité du soin donné dans le temps, des personnes ayant été chaleureusement accueillies et aidées dans leur aménagement vont-elles à leur tour en aider d'autres? Cela nous parle donc de solidarité, cela nous questionne aussi sur la réciprocité vis-à-vis de l'espace. Un espace, un bâtiment entretenu perdure et reste attrayant pour des personnes qui continuent d'en prendre soin. Dans d'autres cas, il peut être démoli. Ces 5 aspects nous éclairent sur différentes manières de regarder care et espace, où tantôt l'espace peut être l'objet de care, d'attention et de soins, tantôt l'espace est générateur, propice aux soins, à l'épanouissement des êtres. Donc ce sont ces deux dimensions que nous essayons de développer dans la recherche qui débute contre l'âge. Alors j'ai essayé d'illustrer par quelques illustrations donc ces deux liens. Tout d'abord l'espace comme objet de care. Alors l'espace comme objet de care, c'est d'abord une attention, une connaissance de cet espace. Quelle connaissance accordons-nous à l'espace et à l'architecture qui nous entoure? C'est aller à la rencontre de l'histoire des bâtiments, de ceux qui les ont pensés, essayer de comprendre ce qui comptait alors pour eux au regard d'une certaine société. Donc l'ouvrage que je vous ai déjà cité, Critical Care, introduit la catégorie de Care for Repair, faire avec ce qui est, réparer ce qui existe, en connaissance de cause, en respectant les spécificités physiques, les spécificités inhérentes à la réalisation, mais aussi le caractère social d'une architecture lors de sa conception. Donc ici, c'est l'exemple d'un grand ensemble toulousain sur lequel j'ai travaillé dans une autre recherche, labellisé aujourd'hui architecture contemporaine remarquable, qui a été construit selon un procédé de préfabrication lourde Costa Magna, donc un procédé assez particulier, vous voyez, avec des panneaux hauteur d'étage et un revêtement en autolavant en céramique d'impôt. Or aujourd'hui, donc ce revêtement en fait est très fragilisé. Plusieurs morceaux de ce revêtement
s'en vont, et très peu d'informations existent sur ce procédé et sur sa mise en œuvre. Donc dans le cadre de cette recherche, nous sommes partis à la rencontre de la connaissance de ce dispositif et à la rencontre de ceux qui avaient participé à la conception et à la réalisation de ce grand ensemble afin de comprendre les assemblages de ce matériau, de ce dispositif et comment on pouvait réparer. Donc dans les années 2000, certains bâtiments avaient été réparés à l'aide de patchs, c'est-à-dire qu'on venait remplacer certains morceaux de revêtement manquants, et on le voit sur la petite photo en haut à droite. Et tout ça grâce à la bonne volonté d'un entrepreneur qui avait bien voulu relancer le processus de fabrication de ces céramiques. Malheureusement, cet entrepreneur a fait ça à perte, donc n'a pas voulu redéployer cette remise en route du matériau pour la rénovation qui est en cours, et qui a donc pris le choix de recouvrir en fait ces panneaux d'origine. Alors l'espace comme objet de care, c'est aussi l'entretien, la reconnaissance du besoin d'un entretien régulier et continu de l'espace, pas seulement par un personnel dédié, mais par nous tous. Un autre exemple avec la construction d'une maison par des étudiants au tout début du XXe siècle, où le savoir-faire, le soin apporté aux petits détails à l'œuvre dans la construction d'un espace est assez important. Ici encore avec cette école d'été d'agriculture urbaine à Bruxelles qui propose un apprentissage collectif contextualisé aux enjeux et aux besoins des Bruxellois autour de l'agriculture périurbaine et de l'alimentation durable. L'autre relation que nous investiguons dans le projet, c'est celle de l'espace comme support de care. Nous faisons l'hypothèse que certaines caractéristiques et configurations de l'espace favorisent le déploiement du care. On peut observer ces caractéristiques dans certains projets d'habitat collectif, notamment issus de courants humanistes ou sensibles à la dimension collective de l'habitat, comme les grands ensembles de logements modernistes. Ici, le cas du grand ensemble construit par Willy van der Meren à Evere, dans la région bruxelloise. Donc on voit les poignées de porte qui sont dessinées de manière particulière pour s'adapter à la taille de l'enfant et de l'adulte, l'usage de la couleur, mais aussi des circulations éclairées naturellement, le petit éclairage indirect qu'on repère au-dessus de l'entrée avec quelques pavés de verre, tous ces dispositifs qui participent d'une attention donnée à la qualité de l'espace et donc à ses habitants. Les parcs publics et ce qu'ils permettent en termes d'accès aux espaces verts pour tous, d'animation publique, d'activités sportives et festives et qui ont montré leur nécessité, tout leur intérêt pendant les divers confinements. Cette illustration, donc certes humoristique, de William S. Robinson, mais qui n'en montre pas moins à l'échelle du logement les potentialités de l'espace à pouvoir venir en aide ou pas aux habitants. Le logement moderniste en est là encore un bon exemple. En effet, s'il ne remet pas en question la répartition des rôles reproductifs, productifs et social communautaires en assignant les femmes à l'intérieur du logement, il n'en demeure pas moins un laboratoire assez exceptionnel en termes de facilitation et d'optimisation du travail domestique à l'intérieur du logement. Donc nous restons dans les grands ensembles de logements, des aires de jeu pour les enfants, des aménagements paysagers ombragés, des promenades piétonnes, des terrasses collectives ont été pensées et construites à l'origine en réponse aux besoins à de jeunes familles de l'époque. Ces aménagements nous interrogent. D'abord, que sont devenus ces équipements? Par manque d'entretien, de soins, d'argent, de non-conformité aux nouvelles normes, ils ont souvent été détruits, transformés et non remplacés. Cela nous interroge aussi sur notre production contemporaine du logement. Où sont de telles expériences dans les productions contemporaines? Donc l'espace peut également constituer un support de care à l'échelle de la ville, même territoriale, même dans sa dimension virtuelle. C'est le cas de cet exemple en Uruguay, dans le quartier Montevideo, où donc, il y a des ateliers participatifs réunissant des étudiants, des artistes, des enseignants, mais aussi des habitants du quartier, ont mis en avant en fait certaines ressources de l'espace ayant trait à la mobilité au stationnement, aux plantes et aux arbres, à la mémoire partagée, au mobilier urbain, au logement accessible, etc., etc. Et ont rendu visible donc cette carte construite collectivement. L'espace virtuel par le biais des réseaux peut être aussi un support de soutien et d'entraide, comme cet autre exemple de numéro de téléphone gratuit et dédié aux femmes à Bogota.
Ces différents exemples de supports de Caire nous parlent à chaque fois de ressources, qu'elles soient spatiales ou humaines. Donc c'est ce que nous essayons de synthétiser dans le projet de recherche, mais aussi c'est la grille d'analyse avec laquelle nous allons essayer d'entrer sur des terrains, puisqu'il y aura 7 terrains d'études. Donc synthétiser cette approche par ces 2 schémas qui vont suivre. Donc le premier qui concerne les supports spatiaux du Caire, à différentes échelles, depuis l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle collective, en passant par les espaces intérieurs jusqu'à l'espace extérieur. Ça définit donc 4 grandes catégories de dispositifs spatiaux du Caire. Comme vous le voyez, donc des dispositifs à la fois individuels et internes, donc qui s'adressent à l'individu et qui sont à l'intérieur du logement. Par exemple, le confort visuel, le taux d'équipement, mais encore le nombre de mètres carrés par personne. Des supports qui sont internes mais collectifs, donc qualité des parties communes en termes d'espace et d'éclairement par exemple, des supports individuels et externes, et des supports collectifs et externes. Donc on renvoie à tout ce qui est, ça peut aller très loin à l'échelle des quartiers et des villes. On a eu un exemple sur la diapo précédente. Le second schéma propose la même synthèse, mais pour les supports donc plutôt relationnels et donc ceux qui donnent le soin. Donc là encore, 4 niveaux à l'échelle individuelle, depuis une personne qui prend soin d'elle-même jusqu'à l'échelle collective, à l'intérieur et à l'extérieur du logement à chaque fois. Donc ce sont des grilles théoriques bien sûr. Comment concrètement et méthodologiquement parlant identifier ces ressources lorsqu'on est chercheur ou chercheuse sur le terrain? Donc nous avons posé la question à Joan Tronto, et c'est là-dessus donc que je conclurai. Pour Joan Tronto, donc il est très difficile d'identifier les besoins des personnes parce que ceux-ci se confondent souvent avec, les personnes confondent souvent leurs besoins avec leurs désirs ou leurs envies. Donc leur demander de quoi elles ont besoin n'est pas forcément la meilleure solution. Elle nous a parlé d'une expérience qui avait été faite par des collègues en Afrique du Sud, au Cap, où en fait donc ces 2 collègues, l'une d'entre elles travaillait dans une université pour les Blancs, donc c'était Stellenbosch, et l'autre dans l'université réservée aux Métis, Cap Université. Alors donc la deuxième université n'était pas aussi bien financée, et les étudiants étaient moins bien lotis que ceux de la première université, et l'idée c'était de les faire se rencontrer, de les faire échanger sur le quartier de la deuxième université dans lequel habitait le deuxième groupe d'étudiants. Donc il y avait déjà une barrière entre les 2 groupes, et l'idée qu'ont eu ces 2 enseignantes, au lieu de leur... donc c'était un enseignement de travail social, donc au lieu de leur demander quels seraient les besoins qu'eux-mêmes projetteraient sur le quartier et d'aller à la rencontre des besoins des personnes, elles leur ont demandé de dessiner le quartier tel que les étudiants donc le voyaient, et aussi le quartier tel qu'ils l'imagineraient évoluer. Et donc l'expérience les a amenés à faire ces deux types de dessins. Les dessins des travailleurs sociaux blancs dépeignent le quartier de manière effrayante, donc ce sont les deux dessins de droite, en mettant en avant les manques, les insuffisances, les dangers, les risques. A l'inverse, les dessins des travailleurs sociaux métis qui habitent donc le quartier représentent le quartier par des images assez heureuses, assez joyeuses. Donc ceci leur a donné une base pour discuter, leur a permis de se rencontrer. Mais ça a permis aussi aux étudiants du premier groupe d'aller au-delà de leur peur, de leurs préjugés, de se rendre compte de ces préjugés, ce qu'ils auraient peut-être nié si on leur avait posé la question. Donc pour Joan Tronto, dans les méthodologies peut-être à mobiliser dans nos études sur l'espace, le dessin serait peut-être une bonne piste pour recueillir et visibiliser les pratiques du Caire. Alors, qu'est-ce que nous apprend le Caire à nous autres architectes, paysagistes, urbanistes, mais aussi ethnologues qui travaillons sur l'espace? Tout d'abord, l'espace peut être support de Caire et objet du Caire. Il y a une sorte d'interdépendance entre les deux, on n'oppose pas les deux. Ensuite, que l'attention portée à l'espace nécessite une approche globale et transversale, à la fois s'attachant aux singularités des lieux, mais prenant en compte une multiplicité d'échelles, d'aspects, de dimensions, et revisitant aussi bien sûr la dimension
la séparation entre privé et public. Enfin, l'impermanence des êtres et des choses nous pousse aussi à penser un espace pour tous et toutes qui puisse être à un moment donné support de care pour toutes et pour tous. Et donc à l'envisager de manière peut-être plus large dans le temps. Joan Tronto nous rappelle que nous prenons du temps pour les choses auxquelles nous accordons de la valeur. Elle dit que les décisions au sujet du temps sont des décisions au sujet des valeurs. Donc quel sera l'horizon des prochaines années dans les métiers de l'architecture qui auront à répondre à de nombreuses crises? Si le care sert de boussole à nos façons de concevoir et de réhabiliter les espaces, il faudra y consacrer du temps, parce que nous accordons de la valeur à toutes ces pratiques et ces espaces qui participent à la vie bonne pour toutes et pour tous. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc on enchaîne avec vous si vous voulez bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de cette journée. Donc, comme Christianès l'a dit, donc je suis doctorante en sociologie urbaine, architecte et sociologue, et doctorante en sociologie urbaine à l'EPFL à Lausanne et au Métrolab donc à Bruxelles. Prenant appui sur l'idée selon laquelle l'hospitalité ne serait pas seulement une vertu des personnes, mais aussi une qualité des environnements, pour reprendre les mots du sociologue Johan Stavo de Bosch. Notre travail de thèse interroge l'hospitalité de la ville envers les nouveaux arrivants en situation de précarité à Bruxelles. Donc, ma thèse est encadrée par Yves Pedrazini et Mathieu Berger et prend part dans un projet de recherche comparant Bruxelles et Genève. Avant de déployer la question aujourd'hui sur l'architecture de l'hospitalité, donc je vais d'abord commencer par vous présenter le cadre de cette recherche et la manière dont nous enquêtons, nous avons choisi d'enquêter l'hospitalité de la ville. Puis nous verrons des formes d'architecture de l'hospitalité que nous avons rencontrées dans notre terrain. D'abord, il s'agira de lire l'héritage de formes donc, plus classiques comme le monastère et l'hôtel sur des espaces contemporains comme le squat et l'hébergement d'urgence. Puis nous interrogerons des espaces qui questionnent l'architecture de l'hospitalité de manière un peu différente, peut-être plus complexe, notamment une ancienne caserne militaire devenue centre d'accueil en plein centre-ville, un parc qui hébergeait un camp et qui demeure aujourd'hui un lieu repère, une église qui est le symbole en fait, de 25 ans de lutte des sans-papiers à Bruxelles. C'est intéressant au nouvel arrivant en fait, comme une catégorie transversale aux différents statuts et figures en fait, d'arrivants. Nous appréhendons l'hospitalité sur le temps long, depuis l'arrivée jusqu'à la prise de place et l'installation. De l'acquisition d'un statut, mais aussi en fait, de la construction d'une vie digne, pour citer l'économiste et philosophe Amartya Sen, ou une vie bonne, selon les mots de la philosophe Judith Butler. Nous étudions principalement le rôle que la ville peut jouer dans le processus d'arrivée, d'abord par les espaces appréhendés dans le parcours des nouveaux arrivants que nous rencontrons, les espaces où nous les avons rencontrés aussi, mais aussi une série de lieux institués ou reconnus comme des vecteurs ou des acteurs de l'hospitalité. Notre méthodologie se divise donc en deux temps, par une étude longitudinale qui fait que nous suivons le parcours de 27 nouveaux arrivants et que nous rencontrons à 3 reprises, et une approche plus empirique constituée d'entretiens avec différents acteurs, des visites de lieux, de la participation à des événements culturels, associatifs, l'implication dans des projets de recherche-action, l'engagement bénévole et aussi de veille sur les réseaux sociaux. Notre approche tend à se distancier d'une
d'une approche trop essentialiste de la ville, définie uniquement comme une entité administrative ou politique, et qui pourrait un peu réduire la question de l'hospitalité urbaine à seulement celle en fait, du pouvoir local. Cela rejoint la définition de l'hospitalité réduite souvent ou cantonnée à une dimension purement juridico-légale, mais aussi à une lecture très humanitaire basée uniquement sur l'étude des infrastructures d'accueil. Si l'hostilité à l'échelle nationale et plus largement à l'échelle des États européens et de leurs frontières ne sont pas là à démontrer, nous pensons que les nuances sont aussi à trouver quant à la formule de la ville accueillante contre l'État hostile, mise en avant par exemple par l'architecte Cyril Hanap ou l'anthropologue Michel Agier, qui invite à considérer par exemple le camp comme la ville ou à idéaliser un petit peu les mouvements bénévoles citoyens comme réponse à la crise de l'accueil, comme le nomme le nombre de chercheurs depuis 2015 et la crise. Donc en explorant plusieurs entrées sur la question et en s'intéressant à plusieurs statuts, nationalités, nous nous retrouvons à arpenter des espaces urbains et non urbains dans lesquels se formalisent des entre parenthèses, hospitalités variées, donc qu'elles soient institutionnelles, humanitaires, associatives, communautaires et alternatives notamment. En s'intéressant à Bruxelles, nous cherchons parallèlement à comprendre comment la morphologie de la ville se lie aussi vis-à-vis d'une histoire de migration, de lutte urbaine et de transformation de la ville. Notre approche se veut donc non générique et souhaite explorer ce que pourrait être une culture urbaine de l'hospitalité, propre aux configurations territoriales, géographiques, politiques, urbaines, sociales ou historiques. Si les formes d'hospitalité sont variées, étudier l'espace pose aussi des questions d'échelle et d'attention portée ou non, par exemple, à la matérialité de cet espace. Aujourd'hui, plus spécifiquement, nous nous intéresserons au rôle de l'architecture et par cela, nous nous demanderons qu'est-ce qui fait une architecture de l'hospitalité, quelles en sont les caractéristiques, quelles histoires sont portées par les lieux, quel type de gestion cela implique, quels usages. Donc, une des questions que nous nous posons, en fait, c'est qu'est-ce qui serait perçu un petit peu usuellement ou classiquement comme une architecture de l'hospitalité. Et d'abord, nous pensons que, un peu de manière, comme entrée, l'architecture de l'hospitalité est parfois, est souvent en fait celle de l'hébergement. L'hébergement donc apparaît comme tel à la fois comme une architecture d'hospitalité, mais aussi une forme, une fonction, et peut en fait se retrouver dans des programmes tels que l'hôtel, l'hébergement collectif, associatif, par exemple. Pour citer donc l'anthropologue et architecte Marie Lemaître, effectivement, donc selon elle, l'accueil constitue souvent un accès à un endroit pour dormir et où se reposer, notamment parce que le voyage est éprouvant et que le voyageur a besoin de faire des étapes. Il y a donc quasiment toujours dans les lieux hospitaliers une installation spatiale, plus ou moins permanente, plus ou moins dédiée, qui permettent le repos. Les usages liés à l'hospitalité incluent toujours un don de nourriture et de boissons. Donc à travers l'histoire, les cultures des lieux d'hospitalité ont toujours existé pour accueillir le pèlerin, le voyageur. C'est notamment donc le cas qu'elle nomme des abbayes, qui comprenaient une hostellerie pour l'accueil des pèlerins, consistant en un bâtiment à part de l'abbaye, et donc qui étaient des maisons d'hôtes où on offrait aussi le logis, le couvert. Donc le monastère, l'hospice, aussi, dont est issu l'hôpital, sont relatifs au repos temporaire ou aux soins. Référant à l'hébergement, l'hospitalité est aussi liée en fait à la nécessité, en fait, aux besoins. Elle se déploie dans des formes ici donc qui peuvent être marchandes, comme l'hôtel, l'auberge de jeunesse, ou non marchandes, temporaires ou plus durables, l'hébergement collectif, le squat par exemple. Ces modèles marchands et non marchands se diffusent aussi dans des habitats plus classiques. Par exemple,
l'hébergement donc citoyen privé à domicile ou le Airbnb, l'hébergement par solidarité ou relations aussi intracommunautaires, intrafamiliales, etc. Mais ce sont aussi donc des formes qui se rencontrent, comme c'est notamment le cas donc, de ce squat qui prend place dans un hôtel à Bruxelles, l'hôtel Flambeau, et donc est un projet d'occupation d'un bâtiment inoccupé depuis janvier 2018 par 2 collectifs actifs dans la lutte contre la vacance immobilière. Et en y habitant, donc ce sont 15 personnes, ils ont réactivé à la fois cet hôtel de 27 chambres et donc en y créant donc des initiatives socioculturelles, ouverture de quartier, mais aussi en fait on accueilli environ 10 personnes migrantes ou demandeuses d'asile en Belgique. Donc en rendant ici donc la figure en fait, le squat rend à l'hôtel sa vocation de lieu hôte, ouvert à l'étranger, et le fait ici par une architecture qui est assez modeste, généreuse et en fait très simple. Donc ici, l'hospitalité qui est démontrée fait figure d'emblème et en fait aussi invite à une forme de multiplication. Mais c'est aussi le cas en fait de cet hébergement. Donc quand on parle de référent entre le monastère ou donc l'hôtel, donc ces figures-là plus classiques avec des formes plus contemporaines. C'est aussi le cas donc de cet hébergement collectif pour femmes migrantes en transit qui s'appelle la Sister House et où l'on s'appelle d'ailleurs en son sein Sister, donc quand on fait appel les unes aux autres dans ce lieu-là. Et donc si ici le terme Sister est davantage utilisé comme une traduction spatiale du concept de sororité, de l'espace en non-mixité choisi ou alors du safe space, il fait quand même référence aussi indirectement aux communautés religieuses féminines. Contrairement à l'hôtel Flambeau, la Sister House est un lieu qui existe un petit peu sans lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu qui déménage selon la durée des contrats d'occupation temporaire qu'ils obtiennent. À ce jour, la Sister House a connu 3 espaces de configuration très différentes et a grandi aussi en capacité d'accueil, donc passant de 25 à 40 personnes, puis aujourd'hui à une capacité d'accueil jusqu'à 100 personnes. C'est donc un lieu non situé, mais dont l'architecture influe aussi sur les liens, les échanges et le type de relations. Donc pour citer une bénévole que j'ai rencontrée, avant l'espace était plus petit, on était plus proche, on se serrait dans les bras. Donc on voit ici que l'espace, même si en fait, le lieu se transfigure dans différents espaces, on voit aussi que l'architecture n'est pas absente finalement de ces modes de relation que l'espace institue. Donc le lieu ressemble à une forme de maison communautaire. On pourrait donc même l'affilier au béguinage pour l'ancrage au sein de la ville, la variété des profils de femmes qui les composent, en âge, en origine sociale, et le fait que donc les bénévoles travaillent en dehors de leur engagement qui ici n'est pas confessionnel, mais aussi parce qu'il est très fortement symbolisé par la clôture. Donc l'adresse du lieu n'est jamais communiquée directement, elle n'est pas visible, on ne peut pas la trouver. Et pour autant, en fait, la Sister House est un lieu semi-habité. Donc les bénévoles n'y vivent pas, mais il y a aussi un changement constant des habitants, des habitantes d'un jour à l'autre. Il n'y a pas de chambre, mais des dortoirs. Il n'y a aucune appropriation véritablement permise. Et la gestion est aussi seulement tenue par les bénévoles. Et donc la plateforme citoyenne de soutien réfugiés qui gère le lieu. Donc en réalité, ça ressemble plutôt à une forme d'auberge de jeunesse, d'une halte, plutôt qu'une véritable communauté. Donc si on peut parler d'architecture d'hospitalité, nous remarquons que cela définit l'hospitalité dans un temps souvent court, hein, quand on parle de l'hébergement, court, temporaire, et limité aussi à une réponse aux besoins primaires, souvent liés à la survie. Ce sont des lieux temporaires aussi, qui ne bénéficient que de lieux ou alors de financements qui sont aussi restreints temporairement.
La possibilité et la qualité de l'hébergement en est donc dépendant, mais ces lieux aussi ne sont pas toujours accessibles et ou hospitaliers. Selon ces formes, certains de ces lieux rencontrent des formes, enfin voilà, certains rencontrent des formes de conditionnalité. Le séjour est contraint par un nombre de jours où on peut y demeurer, donc pour l'hébergement collectif. On n'y est pas toujours chez soi. Il y a aussi des formes d'attente dans l'échange, d'attitude et de demande de contre-don qui ne permettent pas toujours en fait le repos finalement qui qualifie l'habitat. De plus, ces lieux sont aussi fragiles donc d'un point de vue administratif et ne peuvent pas toujours posséder les ressources suffisantes pour accompagner la vie qui s'y déploie, de fournir un accompagnement juridique, socio-médical, de permettre des rencontres, possiblement elle vecteur aussi de l'évolution d'un parcours, etc. Donc ainsi, nous voulons nous demander un petit peu est-ce que l'architecture de l'hospitalité est-elle une forme d'architecture enfin, de quelle manière l'architecture de l'hospitalité se distancie ou se différencie finalement d'une architecture de care, et de quel care parlons-nous finalement quand on évoque ces espaces. Mais donc ces architectures rencontrées, dont nous avons premièrement parlé, nous avons aussi parallèlement rencontré d'autres formes d'architecture que nous considérons comme non ordinaires, soit par leur forme, soit par l'usage qui en sont faits, soit par la définition de l'hospitalité qu'ils offrent ou donnent. Ce sont des lieux marqués historiquement par l'accueil et la publicisation des nouveaux arrivants à Bruxelles. Ils se démarquent par leur ancrage historique et temporel, mais aussi pour leur dimension politique et symbolique, qu'elle soit conscientisée, portée, revendiquée ou non. En ce sens, nous le verrons, leurs usages s'éloignent de réponses qui seraient seulement humanitaires et permettent à leurs usagers d'avoir d'autres formes d'interaction qui ne vont pas forcément les positionner toujours dans une posture d'accueil. La première... Le premier lieu dont je veux parler, c'est le Petit Château. Le Petit Château donc, est une ancienne caserne construite au XIXe siècle le long du canal à Bruxelles et qui accueille depuis 1986 des demandeurs d'asile. Après avoir été le siège donc, de l'Office des étrangers, c'est-à-dire là où on enregistre les demandes d'asile, il devient un centre de demandeurs d'asile avec 844 places. En 2018, l'Office des étrangers revient au Petit Château et les hébergements ne sont plus que de manière temporaire, le temps d'obtenir une affectation dans un centre. Donc ce temps-là est environ d'une quinzaine de jours, et dans un centre qui est souvent très éloigné des centres urbains, qui se situe souvent en périphérie ou en zone rurale. Donc Bruxelles, qui est composée de 19 communes, comme des arrondissements, donc il faut savoir que le Petit Château se situe vraiment à Bruxelles-Centre, c'est-à-dire la commune la plus centrale. Ce serait un petit peu comme le premier arrondissement parisien. Le Petit Château est une architecture institutionnelle, comme... 5 minutes, ok. Donc le Petit Château, donc c'est une architecture institutionnelle. Et en fait, si elle peut paraître un peu stricte ou sévère, elle est néanmoins centrale, visible et fait une place véritable à l'accueil. Sa centralité et visibilité ont été à l'origine de nombreux projets associatifs, militants, citoyens et de nombreuses collaborations artistiques en dialogue avec le Petit Château. Donc il incarne en fait un symbole très fort de l'accueil des nouveaux arrivants à Bruxelles, mais plus généralement en Belgique. Pour citer l'ancien directeur Bob Plézier, le Petit Château a toujours été le centre le plus connu, le plus symbolique de l'accueil en Belgique. C'était un lieu donc avant 2018 qui était habité et qui en fait a permis à de nombreux demandeurs d'asile de vivre vraiment au centre de la ville. Mais si aujourd'hui, donc, en étant redevenu un centre de transit, le lieu a été un petit peu appauvri de certaines fonctions, il fait encore une place assez centrale dans la cité,
visibilise finalement ces politiques d'accueil. Il visibilise, publicise, et s'il n'est plus un habitat, même s'il n'est plus du coup un habitat, il y a un projet d'expérimentation et de voisinage. Ensuite, donc, le parc Maximilien est ici, donc, alors, le parc Maximilien devient un lieu central dans la question de l'accueil et de l'hospitalité à Bruxelles à partir de 2015, puisqu'en fait, il se situe en face de l'Office des étrangers, qui était dès lors, à ce moment-là, donc, donc au rez-de-chaussée de la tour World Trade Center, et dans lequel, et dont la file, en fait, l'accueil massif des réfugiés syriens, en fait, a créé le camp. Ce camp-là, en fait, s'est peu à peu transformé mais en fait a donné naissance notamment à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Et en 2017, donc après le démantèlement de la jungle de Calais, un nouveau camp se forme et recrée finalement une autre occupation du parc. Depuis, en fait, le parc Maximilien demeure un espace d'arrivée, un espace d'accueil et un espace repère finalement pour de nombreux nouveaux arrivants. Il est appelé The Green Hotel, le grand jardin, et largement effectivement investi pour un grand nombre de nouveaux arrivants, dans des situations diverses. Voilà. Donc c'est aussi un espace public de sociabilité, regorgeant sa part d'attachement, mais aussi par des activités accessibles comme des matchs de football par exemple. C'est une citation d'un nouvel arrivant rencontré, The weather is good in the park. Donc, il raconte que c'est aussi donc, un espace vraiment où il s'échange des informations, qui est assez central. Et c'est aussi une peinture d'un migrant en transit, Bosch Moussa, qui a réalisé cette peinture du parc tel qu'il est habité. Donc, un troisième lieu qui est... Vous pouvez essayer de, bien sûr. de synthétiser. Si synthétiser, parce qu'en fait... je suis allée, j'ai prévu. Je vois qu'il y a encore pas mal de feuilles, donc peut-être... Bien sûr. Oui, alors le troisième lieu, c'est l'église du Béguinage qui est incarnée donc, par la figure du père Daniel Aliette, qui est donc... on a fait en fait un haut lieu de défense des figures des sans-papiers et de la cause des sans-papiers. Pour lui, donc, l'église n'est pas ici utilisée comme un lieu d'hébergement, mais véritablement comme un lieu de lutte. Il faut savoir qu'environ 120 000 personnes à Bruxelles résident en tant que sans-papiers. Historiquement, donc, cette église-là s'inscrit donc dans l'ancien béguinage de Bruxelles. Et donc, en amont de la lutte de l'arrivée du père Daniel et du combat de ses papiers, il avait déjà une tradition d'occupation de cette église pour les sans-abri, pour les droits des femmes. Et peu à peu, en fait, ça va, avec son arrivée, devenir un symbole dans le combat des sans-papiers pour la régularisation. Donc, ces 23 dernières années, l'église du Béguinage aura été occupée en tout 7 ans par des sans-papiers et aura connu 4 grèves de la faim. Donc la dernière occupation regroupait environ 400 personnes et qui ont été largement médiatisées à une échelle internationale. Et même si aujourd'hui donc, les procédures sont encore en cours de négociation, ce lieu demeure du coup véritablement une institution pour la défense des sans-papiers. Donc aujourd'hui, ces lieux sont aussi, sont aussi potentiellement menacés par des projets et des politiques visant plutôt de gentrification. On voit aussi que pour l'église de Béguinage, cette institution est vraiment codépendante de la gestion par le père Daniel. Donc on sait aussi qu'elle est menacée par peut-être son potentiel départ. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est aussi de questionner un petit peu l'hospitalité et de conclure un peu par ça sur la question de l'hospitalité et de la centralité. Ces 3 lieux en fait, se situent véritablement dans la ville-centre ou dans la première couronne pour le parc Maximilien. Et en fait, on voit que les lieux sont eux-mêmes nés les uns vis-à-vis des autres, puisque c'est l'aménagement du petit château non loin de l'église qui va faire que
Elle devient un peu une fabrique des sans-papiers selon le Père Daniel, et qui fait que l'Église va peu à peu finalement s'impliquer dans ce combat. Et puis le parc Maximilien devient, lui, assez central puisqu'il se situe face à l'Office des étrangers. Et c'est le déménagement de l'Office des étrangers qui va faire perdre au petit château sa fonction d'hospitalité et d'habitat hospitalier. Donc ici, les typologies urbaines sont pleinement... les typologies architecturales sont pleinement urbaines. Et ici, il y a certains éléments architecturaux qui reviennent. Par exemple, ce sont des lieux symboliques, historiques, offrant de grandes capacités d'accueil et d'appropriation. La centralité joue très fortement dans les connexions, la visibilisation et la publicisation, et donc aussi la socialisation des publics qui les investissent. Je vais pas passer sur ça, mais... Donc, ouais, voilà. Donc, pour conclure... Pour conclure, je m'intéresse notamment à savoir en fait de quelle manière la morphologie de la ville, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui permet finalement cette urbanité aussi d'hospitalité. Et puis, pour terminer, j'aimerais revenir sur qu'est-ce que serait l'architecture de l'hospitalité vis-à-vis de l'architecture du soin. Quelle place, quel rôle en fait on donne à l'appropriation, à l'autogestion, à la possibilité de maintenir aussi ces formes au sein de la ville. Et puis, est-ce que en tant qu'architecte, en tant que concepteur d'espace, est-ce qu'on doit attendre aussi que ces publics prennent place, ou devons-nous militer pour qu'ils gardent leur place? Devons-nous faciliter cette place, faire place et soutenir, et permettre l'appartenance, comme le soulignait Fabienne Brugère en ce début de matinée. Merci. Donc, on va vous donner la parole. Marie, si vous voulez. Vous n'avez pas de diapo, donc vous pouvez rester là. Un quart d'heure, 20 minutes maximum. Ouais. Sinon, il n'y aura plus de temps pour le débat, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est important aussi de voir un peu comment les choses se relient là, par rapport à vos 3 interventions. Très bien. Donc je suis diplômée de l'école d'architecture de Nantes, actuellement en doctorat au CNAM et auprès de l'agence d'architecture SCO, et je travaille sur l'éthique du Caire et l'architecture. Donc là, je vais vous présenter un travail qui fait partie de ma recherche et qui est tout à fait exploratoire, puisque en fait, j'ai consacré ma première année de recherche à une recherche de définition d'architecture du Caire, puisque aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Caire, on commence à en entendre pas mal parler aussi depuis quelques années en architecture, mais un peu dans tous les sens et un peu des fois à des fins marketing, donc il est assez compliqué de faire la part des choses. Donc pour faire cette définition, en fait, il n'y a pas eu d'architecture du Caire ou de travail de Toronto et de Gilligan au moment où elles ont théorisé le Caire. Elles n'ont pas travaillé avec des architectes à ce moment-là, mais on a fait le pari avec mes directrices que dans un contexte similaire ou partagé entre les théoriciennes du Caire et les architectes, peut-être que certains architectes avaient pu développer des choses qui, sans se nommer ou se réclamer du Caire, pouvaient aller dans le même sens. Donc on s'intéressait comme ça à la théorie et la recherche architecturale des années 80-90 et un petit peu avant. Également à ce qui pouvait se passer en termes de glissement dans l'attitude architecturale vis-à-vis de la morale à ce moment-là. Donc on a composé un corpus, et je vais vous présenter aujourd'hui une partie de ce corpus qui est en fait une revue qui s'appelle Architecture et comportement, qui a été publiée entre 1981 et 1995 à Lausanne, en français et en anglais, sous la direction de Kaj Nochis, qui est un psychothérapeute. C'est une revue de psycho-environnement
Et dès le premier numéro, il y a quelque chose qui se noue dans cette revue, qui est une mise en avant des rapports de pouvoir véhiculés par l'architecture, et notamment des normes, que ce soit vis-à-vis de la femme, que ce soit vis-à-vis du format familial, ou plus généralement de la communauté. Donc cette revue se situe à un moment de glissement. Enfin, les personnes qui contribuent réagissent à tout ce qu'a pu véhiculer le mouvement moderne, qui est lui-même issu de l'hygiénisme, dans lequel, en fait, sous un masque sanitaire, on a utilisé l'architecture pour véhiculer ces normes morales issues de la bourgeoisie aux classes plus populaires. Et donc à ce moment-là, ces personnes, les personnes qui écrivent dans cette revue se placent en réaction et se demandent comment on pourrait non pas adopter cette attitude paternaliste, mais plutôt démoraliser l'attitude et accepter plus de variations, plus de différences dans les attitudes de l'habitant, et donc être plus en compréhension, en attitude compréhensive vis-à-vis de ce que l'habitant pouvait avoir comme besoin ou comme comportement, puisque la revue s'appelle Architecture et comportement, donc on ne se situe pas exactement sur les besoins, mais plutôt sur cette notion de comportement. Donc cette attitude d'écoute, elle mène à un certain nombre de choses que je vais essayer de vous présenter de manière un peu organisée. Donc déjà, il y a une forte remise en question de la réponse aux besoins par le programme, qui est énoncée notamment dans 2 interviews qui sont menées dans la revue par Nochis et ses collègues auprès de Mario Botta et Hermann Erzberger. Et les 2 architectes disent la même chose, c'est que pour eux, le programme est fondamentalement à remettre en cause et que l'architecture n'est pas elle-même directement liée à la fonction de manière essentielle, mais que c'est la modernité qui a créé ce rapport-là. Et eux militent pour une architecture qui irait vers un retour, ou pas retour, j'en sais rien, mais en tout cas qui s'intéresserait plutôt à l'espace et restituer à l'habitant lui-même sa compétence habitante, sa compétence d'usage, pour garder ce rapport à l'espace chez l'architecte. Et ça, c'est développé, il y a d'autres articles qui réagissent au cours des 15 ans, il y a notamment un article de Anfou, Perrin-Jacquet et Bassan qui fait le constat qu'au moment où ils écrivent, l'architecture et la fonction ne peuvent plus être liées parce que déjà, un habitant peut arriver dans un appartement qui n'a pas été construit pour lui. En plus, la pièce maîtresse du logement à ce moment-là, c'est plutôt le placard où il y a tous les objets et qu'on sort pour momentanément caractériser l'espace. Et donc un espace peut s'adapter à plusieurs usages. Il y a aussi différentes personnes qui peuvent occuper un espace à différents moments ou même en même temps. Et que tout ça, du coup, sépare... détend un petit peu ce lien entre architecture et fonction. Et ça, après, ça nous fait aboutir à une architecture peut-être inutile ou plus liée au hasard, ou en tout cas moins liée à la fonction. Et ça, c'est ce que va développer Gaudin. Alors, lui, il n'écrit pas dans cette revue-là, mais son travail a beaucoup de résonance avec ce qui s'y dit. Donc, on est sur cette architecture fondamentalement capable qui peut même se rejouer via l'usager, puisqu'on peut laisser une part d'inachèvement qui va permettre à la poursuite du projet dans l'usage. Ça, si on veut trouver un exemple contemporain, on peut citer l'école d'architecture de Nantes qui se présente comme ces plateaux absolument capables et qui serait une réinterprétation de ces idées-là. Ce qui nous emmène à un deuxième point, qui est celui de la responsabilité. Et non pas forcément au sens juridique, quand j'emploie ce mot-là, c'est plutôt que pour être responsable de quelque chose, il faut en avoir la maîtrise en quelque sorte. On ne peut pas être responsable de quelque chose pour lequel on n'est pas sachant ou pas en capacité, a priori. Et les auteurs qui contribuent à la revue, notamment Hanson et Hillier, qui travaillent ensemble, posent la question de savoir si l'architecte et l'architecture, si l'architecte est réellement capable de favoriser le vivre ensemble.
parce qu'eux, ils font le constat qu'il y a eu énormément d'échecs. Quand l'architecte voulait générer du commun, souvent ça aboutissait à un espace, au contraire, totalement inhabité et pas partagé, ou alors destiné peut-être à une partie des habitants, mais en tout cas pas l'ensemble. Donc il y a ces réflexions-là qui commencent à se mener. Et la personne assez intéressante là-dessus, c'est Claire Cooper Marcus. Donc elle est américaine et elle travaille sur les jardins thérapeutiques notamment. Et elle défend que l'espace et les dispositifs spatiaux peuvent contribuer à réduire le stress, selon comment on les configure, peuvent aussi contribuer à la guérison, et elle donne des exemples, et peuvent aussi, puisqu'elle se rend dans des quartiers d'habitat collectif, selon les typologies, favoriser la communauté. Donc voilà, il y a ce débat qui se met en place et qui est aussi intéressant à remobiliser aujourd'hui. Dans ce volet responsabilité, je placerai aussi autre chose, puisqu'il y a notamment un article qui s'intéresse à l'aspect sanitaire des matériaux, c'est-à-dire est-ce que les matériaux sont sains, est-ce qu'on peut être intoxiqué par les matériaux, et qui va assez loin dans l'analyse des produits qui sont contenus dans les matériaux de construction. Et il y a aussi pas mal d'articles qui reviennent sur d'autres manières de faire. Donc c'est des gens qui ont été observés dans d'autres cultures, d'autres pays, enfin un peu plus loin, et qui reviennent avec des récits sur la manière dont ça se passe, qui est ouvrier, qui est architecte dans d'autres modèles, et qui comme ça peuvent perturber un petit peu la manière dont on voit les choses à ce moment-là, en Suisse et autour de la Suisse, c'est-à-dire le rayonnement de la revue, il était Europe et États-Unis, principalement, mais pas que d'ailleurs. Ce qui nous amène directement à un autre thème qui revient dans cette revue, qui est le questionnement sur le métier lui-même, le métier d'architecte, avec un article de Harris et Lipman qui s'intéresse à Morris, William Morris, qui est quelqu'un qui a beaucoup parlé de l'artisanat et du fait que pour que le beau émerge, il faut qu'on prenne du plaisir à la tâche, au travail et à la création. Et que, selon lui, selon William Morris, la modernité, avec cette séparation des tâches, cette impossibilité pour chaque personne de voir l'ensemble du travail, puisque tout est séparé, et impossibilité aussi pour chacun de maîtriser son temps pour bien faire les choses, on s'éloigne du plaisir et donc d'une possibilité de bien en architecture et en art et en artisanat, enfin en design en l'occurrence. Et ça, c'est quelque chose qui résonne vraiment avec ce qui se passe au moment d'édition de la revue, puisque on voit apparaître plein d'autres métiers autour de celui d'architecte qui viennent alimenter et complexifier le projet. On voit, il y a des sociologues qui s'intéressent au projet et qui veulent y prendre part, il y a des psychologues, et notamment les personnes qui rédigent cette revue sont beaucoup des sociologues et des psychologues, ou des psychanalystes. Il y a également des programmistes qui structurent leur métier, leur profession. Il y a des ingénieurs qui deviennent de plus en plus séparés selon les spécialités. Et il y a aussi la maîtrise d'ouvrage qui elle-même devient experte et qui crée un intermédiaire de plus entre le concepteur et l'habitant, puisque cette maîtrise d'ouvrage entend se faire interprétation des besoins de l'habitant pour les traduire en commandes techniques vis-à-vis de l'architecte. Or, il se trouve qu'elle vient plutôt rajouter, et ça c'est aussi un des articles qui le dit, elle vient rajouter en fait une strate d'intérêt et d'interprétation qui finalement coupe encore plus, dans la chaîne, coupe encore plus l'habitant du concepteur. Et ça c'est pareil, c'est des choses qui reviennent énormément aujourd'hui et qui sont très contemporaines avec tout le combat de Bouchin ou de d'autres pour faire en sorte que le sens soit retrouvé au sein de la profession. Et donc ce que je disais juste là, ça fait écho aussi avec un autre grand thème qui revient dans cette revue, qui est la place donnée à l'habitant, l'écoute qu'on lui donne et la manière dont on se tient à sa disposition pour lui permettre d'accéder à ce dont il a besoin ou un espace adapté à ses comportements. Donc là,
c'est ce que je disais tout à l'heure au propos de Mario Botta, qui défend le fait que l'habitant doit récupérer sa compétence, sachant qu'elle peut ne pas être seulement une compétence d'usage, mais peut-être que l'habitant, il connaît des choses en construction, peut-être qu'il a des savoir-faire qui peuvent être réinjectés. Mais sachant que ça ne peut être permis que si l'architecte invente des nouveaux outils pour communiquer et avec l'habitant, enfin l'habitant, on ne sait pas trop qui c'est, mais les personnes avec qui il va et pour qui il fait le projet. Et des moments aussi de groupe, c'est-à-dire, il y a un article de Stockley qui décrit comment des ateliers peuvent être créés de groupe, des jeux de rôle, comment, grâce aux outils numériques, on peut créer des modélisations dans lesquelles on se balade, ou comment certaines maquettes ou certaines nouvelles représentations peuvent contribuer à cette communication entre quelqu'un qui a priori n'est pas sachant et quelqu'un qui a priori l'est. Et ça n'a lieu pas seulement sur le temps du projet. Il y a aussi une réflexion qui est menée, notamment on le voit dans un article de la revue qui est écrit par Chia Pacey, qui s'intéresse à comment on peut permettre à quelqu'un de s'approprier un logement quand il n'a pas été là dès le début. C'est-à-dire, par exemple, un locataire qui va arriver dans un logement 3 ans après la conception, comment cette personne peut le faire sien. Et là, il y a des techniques qui sont aussi déployées, donc l'imagination d'un mode d'emploi pour se réapproprier le logement, ou d'un médiateur qui soit présent et qui puisse inviter la personne à prendre place, et certains systèmes qui pourraient peut-être, sans avoir des outils incroyables ou sans être trop nombreux, facilement permettre au logement de glisser dans un sens ou dans l'autre et de permettre des configurations qui pourraient s'adapter potentiellement mieux aux personnes qui viendraient s'y installer. Ça a un impact direct sur une chose, c'est le statut d'auteur en architecture. Puisque quand on commence à avoir plein de métiers qui se greffent et une place donnée à l'habitant, on a un recul inévitable de ce statut d'auteur qui du coup est lui aussi questionné. À la manière dont a pu le faire un peu plus tôt d'ailleurs Rudowski quand il propose de faire un atlas des architectures sans architecte. Et ça, c'est un thème qui revient aussi, alors dans la revue un peu en sous-jacent. Donc pour ça, je suis allée un petit peu chercher ailleurs pour étoffer, parce qu'en fait, ça n'a pas été directement abordé dans la revue, mais on le sent présent voilà, au second plan. Et donc ce qu'on voit émerger, c'est encore une fois, ce nouveau statut de l'architecte qui serait plutôt un soutien ou qui pourrait s'effacer dans le projet. Mais ça, c'est un peu quelque chose d'ambivalent parce qu'on ne sait pas trop si ça va dans le sens de la profession ou pas. Donc certains architectes ont un petit peu du mal à le dire ou le disent de d'autres manières. Et ça, je crois que c'est un thème qui est aussi très présent aujourd'hui quand on voit qu'il y a énormément d'agences d'architecture qui ne se lancent plus en nom propre, mais sous des noms de collectifs, qu'il y a des nouvelles formes qui sont trouvées et défendues par les architectes, des nouvelles formes d'associations. Donc voilà, on peut aussi se le réapproprier. Je ne veux pas être plus longue pour aujourd'hui. Simplement, voilà, c'était plusieurs pistes qu'on peut trouver comme ça et se réapproprier, qu'on peut évidemment mettre en balance avec ce que dit John Tronto, parce qu'en fait, quand on essaie de ramener les 5 axes dans ces catégories-là, ça peut marcher. Donc voilà, c'était une proposition et qui, encore une fois, est très exploratoire et qui est une partie de mon corpus, mais je trouvais ça intéressant de le partager aujourd'hui. D'accord, merci. Oui, donc là, on a donc trois pistes de recherche, en fait, qui sont en cause et qui mettent en évidence à quel point, en repartant finalement de cette question du care, de ce fameux prendre soin, ça ça réinterroge d'une autre manière ce qui est l'ordinaire, ce qui est l'expertise, ce qui est la façon d'intervenir par rapport à l'espace. C'est vraiment, on voit absolument dans quelle mesure ça déplace absolument les choses. Et c'est vrai que j'aurais un petit peu envie de vous demander, parce que, par exemple, pour vous, on voit bien avec le travail sur la recherche, finalement, ça va être pour travailler
comment est-ce qu'on va donner place, faire place dans la ville pour la précarité et pour ceux qui finalement n'ont pas de lieu pour s'installer, donc ils sont là en transit quelque part, ils sont là en passage. Enfin, c'est frappant de voir que l'architecture de l'hospitalité, finalement, c'est celle qui s'adresse à ceux qui n'ont pas de place, en fait, et qui cherchent à avoir et dans quelle place dans la ville, comment on s'organise. Et c'était intéressant de voir comment est-ce qu'en prenant la question de l'espace et le soin, on voyait en quoi l'espace est une ressource, mais aussi en quoi on allait pouvoir aborder les choses différemment. Et puis avec votre intervention, on voit bien que c'est toutes les places des experts, c'est l'expertise qui est en jeu, à qui appartient l'expertise, avec même une vraie remise en cause sur sa capacité finalement de l'architecte à être à même de répondre finalement à l'idée de programmer par rapport aux besoins. Enfin, il y a un grand branle-bas de combat quand même qui est amené avec cette question du care. Donc la parole est au public, évidemment. Des questions, des fils à tisser, des surprises, des oppositions. Et voilà. Didier Rebois. Merci. Je peux enlever mon masque? Oui. Une minute. Bien, non, je voulais intervenir parce que je trouvais que c'était très intéressant de démarrer cette exploration du concept du care à travers ces 3 recherches. Mais je les ai trouvés orientés dans une direction essentiellement, on va dire, sociologique en grande partie, c'est-à-dire d'observation soit d'une revue, soit d'expériences qui existent en ce moment autour de l'hospitalité. Peut-être vous avez donné, ce qui était intéressant au début, quelques tentatives d'explication de ce que pourrait être le care. Et c'était intéressant parce que vous avez fait cette rencontre avec l'auteur et qui donne du sens. Et c'était justement à partir de cette définition que je voulais interroger, non pas du tout pour remettre en question ce que vous nous avez dit, mais pour voir un petit peu, je fais le lien aussi avec un débat qu'on a eu hier soir sur la recherche, et finalement nous amener à poser la question de quelle recherche pourrait-il y avoir à partir de cette notion du care, que vous avez bien définie comme une pratique, mais qui peut être aussi l'objet d'une réflexion un peu stratégique. Et dans votre définition, vous parlez beaucoup du care au début. Ça, j'ai beaucoup aimé que ça concernait pas simplement les humains, mais ça concernait le monde animal et plus largement le monde du vivant, la nature. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que peut-être ça mériterait qu'il y ait des sujets de recherche qui pourraient être intéressants, qui naîtraient de ce concept, de cette approche. Et qui serait justement peut-être des choses des croisements, des synergies, comme on dit, entre ces 3 niveaux. Parce que, par exemple, sur l'hospitalité, on sait très bien que, par exemple, ça pourrait être intéressant, parce que le monde animal sert beaucoup à des gens qui sont défavorisés, ou qu'on dit handicap. Et je trouve, par exemple, rien que ce croisement du care à travers cette pratique de la coexistence entre monde animal et monde humain, par exemple, c'est un sujet. C'est-à-dire que je trouve que les croisements thématiques ou les enrichissements par association thématique pourrait être quelque chose d'assez intéressant sur des problématiques autour du care, parce que je pense que ce concept suscite un peu ce type de démarche. Donc je voulais vous poser un peu la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes sur des objets vraiment très précis et que vous êtes sur un travail qui est d'analyse et pas du tout de projection. C'est-à-dire sur l'hospitalité, on pourrait s'interroger, peut-être ça vous le ferez à la fin de votre analyse, sur dépasser des formes que vous analysez, que vous observez, dont vous vous rendez compte, mais qui peut-être pourraient être débouchées sur d'autres logiques d'action, de développement, etc. Alors je ne sais pas si c'est des choses qui vous intéressent, mais moi ça me semblait une richesse de pouvoir croiser et de ne pas finalement être trop tautologique. C'est peut-être un peu critique ce que je dis, mais j'ai pas eu l'impression à travers vos 3 exposés qu'on apprenait beaucoup de choses, et que la notion du care nous apprenait beaucoup de choses par rapport à des choses qu'on sait déjà pas mal, notamment sur, c'est intéressant la question que vous posez sur le rôle de l'architecte, mais peut-être l'architecte il n'est pas forcément du côté des usagers ou du côté juste d'une sorte de position
autonome ou dominante, donc il peut être aussi dans les deux. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'essayer de complexifier un petit peu les hypothèses que vous avez pour avancer un peu dans un enrichissement, parce que je pense que justement, enfin moi, j'essaierai cet après-midi d'appliquer la notion du care à un travail sur les littoraux, donc c'est une rencontre de plusieurs milieux justement, animal, végétal, humain, et avec beaucoup de perturbations, de changements. Et le care, c'est un peu l'hypothèse, le care pourrait être quelque chose de très intéressant à développer, et aussi de la logique, non pas simplement du constat, mais de la logique du projet, c'est-à-dire de regarder un peu vers le futur, s'il y a des formes à développer. Et je pense qu'à partir de vos 3 thèmes, il y aurait des choses à continuer, je le vois comme une première étape, mais je ne sais pas, peut-être je me trompe. Moi, je peux répondre très simplement. Étant en début de 2e année de thèse, j'ai pas commencé cette partie-là, mais évidemment qu'elle vient et que ce que je vous ai présenté, c'est un démarrage exactement. Voilà, c'est assez simple. Oui, c'est un petit peu la même chose pour nous, hein. On commence le projet, on a démarré là au mois d'octobre. Il y a vraiment 2 phases. Donc il y a une première phase d'analyse à partir de 7 terrains en région de Bruxelles-Capitale. Donc ça vous a peut-être paru très resserré, mais nous ça nous paraît très large, puisque chaque terrain donc, est un quartier en soi qui demande donc un énorme investissement à chaque fois de humain et de présence sur site pour repérer donc, quelles sont les ressources, hein, que ce soit humaines ou spatiales, donc une grande connaissance des lieux, arriver à visibiliser les pratiques du care, arriver à visibiliser les ressources, donc ça c'est un travail en soi qui devrait durer 2 ans. La deuxième partie de la recherche, donc, c'est en effet cette dimension prospective. Et ça pose un autre problème, outre le problème de la visibilisation, c'est le problème de la généralisation, c'est-à-dire comment, à partir de dispositifs qu'on a pu évaluer comme étant favorables au prendre soin ou au bien vivre dans les espaces, comment, à partir de dispositifs contextualisés, singuliers, on arrive à... Comment, à partir de dispositifs singuliers, donc adaptés à des espaces, mais aussi co-créés par des personnes à un moment donné, on arrive à projeter en fait des choses de manière plus large. Donc on a 2 temps de prospective, on envisage 2 temps de prospective. Un premier temps qui serait comment imaginer le devenir de ces quartiers au regard de futures crises possibles. Donc ça c'est le grand thème du programme de recherche. Et dans un deuxième temps, comment, à l'échelle de la région de Bruxelles-Capitale, on peut arriver à injecter dans les politiques publiques de logement des recommandations qui permettraient de prendre en compte ces dispositifs et ces ressources en fait, spatiales et humaines. Et j'ajouterais juste, pour répondre à la question du croisement disciplinaire, que c'est en effet pour moi fondamental. Il est présent au sein de notre programme de recherche, puisqu'on a des équipes qui s'intéressent à la question justement du lien entre humain et non humain, à la question des mobilités, à la question de... Mais c'est vrai que chaque équipe explore quand même une thématique un peu précise, à cause de cette difficulté, en fait, je pense, de la visibilité des ressources, et puis ensuite de la capacité à généraliser. Moi, je vais rebondir sur les plusieurs entrées. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué de mettre en parallèle la question du monde animal et des migrants, parce qu'en fait, c'est aussi toujours une rhétorique qui est utilisée de la part des migrants. Si on nous traite comme des animaux, et c'est véritable, il y a quand même un certain nombre de lieux et d'espaces de vie qui sont relativement inacceptables. Et donc, cette frontière, même si elle est elle est hyper importante, effectivement, entre monde humain, monde animal, entre les écologies aussi de ces espaces-là, sont fondamentales à étudier. Il y a aussi une limite, en fait, dans l'acceptabilité de la manière dont on va poser cette question. Et par exemple, c'est très fort, puisque dans le parc Maximilien, donc, qui a été donc longuement occupé, qui est toujours encore un lieu repère, le projet qui en fait menace leur occupation et en fait le déplacement d'une ferme
une ferme urbaine qui se situe sur un autre site et qui mettent ici, enfin voilà, sans justifier pour plus de raisons, mais qui un peu officieusement est aussi pour chasser entre guillemets la présence des migrants. Donc on voit que cette question elle est vraiment compliquée, ténue quoi, vraiment. Donc même si elle demeure, enfin voilà, c'est la question. Enfin, ouais, voilà. Ensuite du coup pour poser un petit peu savoir pourquoi pas de projet. Alors pour ma part dans mon parcours, ouais d'accord. Alors disons que pour moi je me demande en fait est-ce que le rôle de l'architecte est toujours aussi dans le projet, et en fait est-ce que par exemple le fait de défendre l'habitabilité par exemple, pour moi me semble assez fondamental, et pour moi c'est une véritable posture d'architecte sans être forcément dans un rapport au projet. Voilà, principalement. Et puis après, oui, je vais m'arrêter là. Peut-être une autre question, une autre remarque, d'autres commentaires? Moi, je voudrais juste faire un... Tu veux te présenter, Olivier? Je m'appelle Olivier Agide. Oui. Et mon propos est transversal. Mais je m'interroge vraiment sur cette question du rapport entre les peuples sur la planète. Et donc, cette question du take care est liée aux formes interactives entre les individus et les groupes. Et je voudrais juste indiquer la chose suivante, c'est-à-dire que dans un cadre philosophique, je suis ravi d'être là, et c'est un cadre fondamental, nous sommes tous d'accord au fond sur l'idée dans notre société présente et dans l'étude de ces mutations, que c'est par le biais de ce qu'on appelle la philosophie que nous avons l'habitude de considérer le monde qui nous entoure, essentiellement. C'est-à-dire que c'est conceptuel, c'est traduit dans des modes littéraires, par l'écriture, et je pense que c'est là qu'il y a la plus grosse mutation. Nous sommes dans un espace aujourd'hui, et s'il y a définition de l'Anthropocène, je pense qu'elle est là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure vis-à-vis de Bernard Stiegler qui est mort il y a quelque temps. Personnellement, et c'est très discutable, je pense que ça ne se fait pas de cette façon-là. Je pense que la question fondamentale qui se pose dans le moment d'aujourd'hui, dans la mutation du présent, c'est les langages eux-mêmes. C'est la construction et l'architecture des langages, des formes de grammaire qui permettent de traduire les dynamiques qui nous font être dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Merci, ça va être une conclusion pour cette, peut-être pas une conclusion, mais une pause avant donc de se retrouver à 14h15, si j'ai bien compris, mais précise, parce qu'on va essayer de bien tenir les délais, parce qu'il y a beaucoup d'interventions. Ce matin, on avait un petit peu décalé à cause, comme toujours, des démarrages le premier jour. Mais donc, merci d'être là à 14h15, dernier délai. On a mis 14h15 exprès pour démarrer à l'heure.